J'avais évoqué tout à l'heure, hors caméra, ce que tu avais pensé de la déclaration. Bon, il y a un côté marketing, hein, il fallait que ça fasse le buzz et ça l'a fait. Le patron d'NVIDIA qui dit, bon, voilà, en 2023, 2024, les jeunes arrêtez d'apprendre à programmer. Il vaut mieux avoir une expertise métier, si possible, dans des domaines comme la biologie. C'est là que tout va se jouer. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un maintenant qui serait, qui va passer son bac cette année, qui se demande si il doit faire des études pour devenir software engineer, en tout cas devenir ingénieur en informatique. Est-ce que, d'après toi, toi tu es vraiment en première loge, est-ce que il vaut bien mieux avoir une formation scientifique très poussée, par exemple en maths, physique ou biologie, et ensuite considérer que la programmation ce sera une dominante 2 que tu choisiras en plus, plutôt que d'en faire une dominante 1. euh, Ouais, c'est c'est- c'est assez compliqué de répondre parce qu'il y a deux problématiques, à mon sens. Il y a la problématique de savoir ce que l'IA va être capable de faire d'ici, je sais pas, 5 ans, mhm, etc. Et ça, c'est déjà très compliqué en soi parce que, par exemple, moi, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, je voulais pas du tout faire de deep learning. C'est quelque chose D'accord. qui m'a jamais attiré du tout parce que je trouvais ça, c'est juste, c'est pas beau mathématiquement, c'est juste, c'est assez bourrin. Bref, ça m'intéressait pas, Mhm, mais je savais que j'allais pas y échapper plus tard professionnellement. Donc je m'étais dit, je fais ma thèse pas là-dessus, comme ça c'est mon dernier espace de liberté, et puis mhm. ensuite je m'y mets sérieusement. Mais je pensais pas, et je pense que personne ici attendait à ce qu'il y ait un bon qualitatif avec les LLM en fait. Enfin, Ça a été aussi le choc que tu as eu en voyant les premières présentations de c'était du GPT-3 ou 3.5. Il y a 2 ans, en gros. oui, grosso modo, c'était ça. Ça a été assez sidérant. Pendant un moment, j'ai pas trop payé attention parce que, encore une fois, j'étais pas du tout attiré pour moi. Enfin, je connaissais les transformers, etc. Et moi, ce qui me faisait un petit peu plus vibrer, c'était les équations différentielles intégrées dans les modèles. C'était la résolution de modèles physiques ou d'apprentissage de modèles physiques par les réseaux de neurones. Éventuellement, c'était cet aspect plus mathématique qui m'intéressait. Mais en voyant là les progrès et ce qu'on était capable de faire, finalement, j'ai un peu réorienté ma carrière. Comme là, je viens de te montrer, on est plus sur de la programmation, mais on change de paradigme. Donc, est-ce que faut faire une école, enfin, faut devenir ingénieur en informatique? Peut-être, mais ça sera pas les mêmes technologies. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, on faisait encore un peu de Fortran en école d'ingénieur. On faisait un peu de Fortran parce que on faisait pas mal d'informatique scientifique. Mhm. On faisait un petit peu de C bas niveau aussi parce que voilà, il y a une partie de mes collègues qui partaient derrière faire des choses bas niveau, de l'informatique embarquée ou D'accord. voilà, pas mal de choses. Aujourd'hui, euh, peut-être que l'ingénieur informatique demain, ça va être quelqu'un qui va faire que de la manipulation de LLM ou en tout cas de, Mhm. de bouts d'IA, d'agents, un petit peu en black box, comme ce que je te montrais. Et finalement, ça reste de l'informatique. On a toujours des design patterns, on a toujours une architecture, on a toujours besoin de débugger, etc. Les outils évoluent un peu. Concrètement, c'est un petit peu différent, mais finalement, je vois pas ça comme la mort de l'ingénieur en informatique. Maintenant, personnellement, la deuxième chose, donc là, c'est un peu plus personnel. Mhm. euh, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai fait le département de mathématiques, D'accord. pas d'informatique, mais c'est mathématiques et informatique puisqu'on a l'informatique scientifique, etc. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que bon, j'étais toujours un geek sur mon PC depuis, Mhm. j'ai commencé en Visual Basic à, je sais pas, 12 ans, quelque chose comme ça. La raison pour laquelle j'ai étudié les maths plutôt que l'informatique, alors que j'étais plus porté sur l'informatique, c'est que justement, je m'étais dit, j'aurais beaucoup plus de difficultés moi-même à apprendre les maths que à Mhm. apprendre l'informatique, puisque l'informatique, je peux tester, j'ai mon PC, je peux faire mes projets, je peux apprendre par essai-erreur par expérience. Les maths, se plonger dans les bouquins avec un certain niveau d'abstraction, de difficulté, je me sentais pas capable de le faire
Il me fallait une structure et donc je suis extrêmement content d'avoir fait ça, les maths en premier, avec de l'informatique forcément Mhm. quand c'est une école d'ingénieur. Donc c'est quelque chose que je peux recommander, mais surtout là où je suis extrêmement satisfait d'avoir fait ce choix-là, c'est que la culture mathématique que ça m'a apporté, les connaissances. Bon, c'est une école d'ingénieur, hein, donc c'est assez superficiel dans tous les domaines. On va jamais, sinon il faut faire la fac d'un master Mhm. recherche spécialisé. Mais ça m'a permis de voir tellement de domaines différents liés aux mathématiques que tout de suite ça me permet de m'insérer en IA n'importe où. Et donc euh, faire vraiment la différence par rapport à des ingénieurs logiciels qui se reconvertissent en IA par rapport à l'inverse. J'ai vu les deux quand j'étais à IBM et mon expérience me dit que c'est beaucoup plus difficile l'ingénieur en informatique vers l'IA que l'inverse à un certain niveau. Forcément, si c'est juste utiliser les outils sans aller à l'état de l'art et essayer de le repousser un peu, on peut discuter. Mais sinon, je pense que vaut mieux passer de maths à développement que l'inverse. Je vois de plus en plus dans les commentaires de ma chaîne des développeurs qui pourtant ont des versions payantes de différents outils, qu'il s'agisse de ChatGPT, de Copilot, Mhm. qui trouvent que depuis un an, ils ont des réponses de moins bonne qualité. Alors est-ce que c'est juste parce qu'il y a un côté où on commence à être blasé, puis on n'est plus aussi impressionné par ce qui est généré? Est-ce que le fait que de plus en plus souvent, les modèles vont se retrouver à utiliser des données générées par d'autres LLM, ça va finir par faire une qualité de réponse moins bonne? Ou est-ce que déjà c'est factuel ou pas que les réponses sont moins bonnes qu'il y a un an? Ouais, et, ouais, et- ouais, c'est factuel. C'est factuel parce que dans pas mal de gens ont dû même revenir sur des anciens modèles, puisqu'on peut choisir quelle version, quel snapshot de GPT, par exemple 3.5, quelle D'accord. version, en fait. Toujours, il y a le numéro qui correspond à la date d'entraînement ou de mise à disposition du modèle. Donc, oui, tout le monde a constaté ça. Maintenant, c'est très spéculatif de dire pourquoi, en fait. Il peut se passer un certain nombre de choses. Par exemple, effectivement, comme tu as dit, le nombre de données synthétiques ou de fausses données générées plus ou moins de bonne qualité, de bonne facture, générées par des bots, explose de manière exponentielle. Quand on voit, je me souviens plus exactement des chiffres, mais il me semble qu'il y avait une étude qui avait montré que sur Twitter, 80% des tweets étaient autogénérés ou Hum, générés par des bots, que ce soit des bots malicieux ou hum. simplement, tu sais, un zapper ou une automatisation, etc. Donc ça peut amener effectivement à baisser la qualité des jeux d'entraînement ou à peut-être mettre plus d'importance sur le contenu qui est généré par des bots, mais qui est très simpliste ou pas de très bonne qualité. Donc ça peut être une explication. La deuxième explication, ça peut être simplement la manière dont ils intègrent le feedback utilisateur, les questions et les réponses. C'est très très compliqué en fait d'évaluer la qualité des réponses d'un modèle, surtout de manière générale. Donc on a certaines métriques mais qui sont assez techniques, d'autres qui sont pas très robustes, Mhm. d'autres qui font appel à des êtres humains, enfin un jugement humain, donc on ne peut pas le faire sur des centaines de milliers ou des millions de réponses. Donc ça, c'est une problématique générale de toute manière avec la manipulation des LLM, comment on évalue les résultats pour réintégrer ce feedback-là. J'ai vu aussi une hypothèse qui disait que les modèles qui sont trop bons Mhm. et qu'on a vraiment trop contraints, qui sont beaucoup plus déterministiques même dans certains aspects, ont moins la possibilité justement de résoudre des tâches complexes parce qu'ils sont trop dirigés en quelque sorte par ce qu'ils ont appris et par la manière dont le mécanisme d'inférence va faire que pour tel input, on va avoir telle réponse. Euh, et donc peut-être que OpenAI teste justement un petit peu un relâchement de ce côté-là pour permettre
une meilleure créativité ou de la résolution de tâches plus poussée, au détriment de certains aspects peut-être plus basiques, là où du coup ça se plante plus souvent. Voilà. Donc, mais ça, encore une fois, on peut pas le savoir, comme c'est les modèles de sources fermées. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas possible, notamment que l'LLM, à un moment puisse pas te dire je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il y a... Ça peut paraître naïf naïf comme question, mais c'est quelque chose. Ouais. Je me demande, est-ce que, moi en voyant après d'un point de vue développeur, est-ce qu'il y aurait moyen à un moment de se dire que bon, si il y a plusieurs itérations que fait la machine, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire en sorte que si elle a itéré 5 fois, elle dise bah je sais pas, c'est qu'elle est en train de chercher, elle Oui. trouve pas, ou qu'il y a très peu de probabilité que les prochains tokens soient corrects si c'est de la stat. Alors j'ai deux réponses. La première qui est un peu plus alors, la première un peu technique. Mhm. On peut le faire avec des frameworks multi-agents comme Autogen D'accord. de Microsoft. Par exemple, on peut définir la manière dont les agents vont communiquer entre eux, et puis il peut y avoir un manager, et puis on peut dire ça va être du round robin maximum de 5 étapes, et D'accord. ensuite on termine. On peut forcer avec le système prompt en disant si tu ne sais pas, réponds pas, ce genre de choses. Comment est-ce qu'elle peut... Donc c'est possible qu'une IA sache qu'elle sache qu'elle ne sait pas. C'est possible. Ou je C'est me possible. demandais même si c'était Oui, oui. possible ou pas. Ouais. Oui, oui, c'est possible. Et ensuite, il y a pas mal de techniques de prompting plus ou moins sophistiquées pour arriver à n'importe quel résultat. Mais dans ce cas-là, ça peut être de dire vérifie la réponse, fais de la réflexion sur cette réponse-là, Mhm. et puis si tu penses que ta réponse est incorrecte, réponds simplement je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut faire qui vont avoir plus ou moins de succès ou qui vont être plus ou moins reproductibles. 100% du temps, c'est-à-dire dans les runs. Par contre, avec les frameworks multi-agents, on peut atteindre 100% de reproducibilité si on s'y met un petit peu. Il y a ça. Et la deuxième question, c'est pourquoi les LLM ne peuvent pas dire je ne sais pas. Ils ont été entraînés sur des données faites par les humains. Mhm. Combien d'humains tu connais qui sont capables de dire je ne sais pas quand on leur pose une question plutôt que de donner un avis sans forcément avoir les connaissances pour répondre effectivement à la question. Est-ce que ce serait envisageable qu'à un moment donné, quand on pose par exemple, une question en langage naturel à ChatGPT, qu'on obtienne une réponse, est-ce que ce serait possible techniquement qu'on ait la source? Ce qui pourrait déjà savoir si on a affaire à des hallucinations ou pas, par exemple, parfois. Euh, c'est un peu de la paranoïa, mais je me demande toujours si... Enfin, il y a eu des affaires récemment de gens qui avaient rapidement bouclé un dossier juridique pour un client. En Oui. fait, ce qui avait été retourné, ça avait été des éléments de jurisprudence totalement hallucinés. Mais s'il y avait eu un lien vers la jurisprudence qui aurait permis à la personne de cliquer, de voir qu'effectivement il y a un vrai document derrière, est-ce que ce genre de choses c'est possible ou pas du tout, vu la façon dont... Les RAG, typiquement. D'accord. Avec le RAG, c'est possible justement. Je te donne un exemple très très simple de RAG qu'on peut faire en 10 minutes. Mhm. Je prenais par exemple le rapport annuel d'une entreprise, Apple. Mhm. Donc c'est un document de 200 pages, quelque chose comme ça. C'est un petit peu long à lire et c'est pas très simple. C'est pas intéressant. On l'injecte, enfin on l'ingeste pardon dans le RAG en le chunkant, le coupant en petits bouts. Mhm. Et donc tous ces petits bouts sont référencés et on sait quelle page aussi où il se trouve. Donc quand on pose la question ensuite, on est capable de retourner la source qui a servi au LLM à D'accord. prendre la décision. Et donc on peut tout de suite se référer au document et puis voir la source si effectivement la réponse est correcte. Et donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc on pourrait faire ça. J'ai vu une démo aujourd'hui d'un produit dont je parlais tout à l'heure qui utilise des agents aussi qui s'appelle... Oh, j'ai fermé l'onglet. Non, j'ai pas fermé, c'est Multi-On qui utilise également des agents, plusieurs agents. Tu lui poses une question en langage naturel, mais c'était des trucs assez poussés. Hein. Le gars il demandait par exemple, est-ce que tu peux m'annuler toutes mes commandes récurrentes sur Amazon? Ouais. Hop, et tu vois, ensuite, l'agent se lance et il dit en temps réel, un peu comme ce que tu m'as montré, les étapes qu'il va faire. Et il les fait au fur et à mesure. Donc il ouvre Amazon, il va sélectionner les différentes commandes. Mais ce qui était étrange, c'est qu'après, c'était pas la partie IA
parce que ils sont encore en bêta hein, également. Ouais, Mais là où ça marchait pas des moments, c'est qu'il arrivait jusqu'à l'endroit où il fallait annuler des commandes, et c'est au moment de ouais. sélectionner un menu déroulant que là il était bloqué. C'est Le plus dur était c'est fait, hyper, c'est le dernier c'est mètre. hyper difficile. Ça m'étonne pas du tout parce que déjà le scrapping c'est compliqué. Donc Mhm. juste de récupérer l'information, comme tu le disais, il y a plein de techniques, etc. Alors c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, mais ça va dépendre de ce que tu veux faire. Par exemple, D'accord, nous, on n'a pas cette difficulté parce que je peux faire export de la page telle que je la vois en PDF. d'accord, Et c'est suffisant pour moi parce que aujourd'hui, pour mon RAG, on a des parseurs de PDF qui vont préserver la structure de ce qu'ils vont, même utiliser les tableaux, les graphes, etc. et faire l'embendings d'une qualité qui soit suffisante pour que ça pose pas de problème ensuite sur quand on pose des questions et avoir des réponses. Et donc, moi, dans mon cas particulier, sur quoi je travaille en ce moment, c'est pas un souci. Mais à partir du moment où on veut interagir avec la page web, ça devient plus compliqué. Euh, c'est ça me surprend pas en fait parce que le web a il y a énormément de technologies, même s'il y a des standards, ils sont pas forcément suivis tout le temps. Il y a des dark patterns un peu partout, des nouvelles technologies qui pop et qui se mixent avec des incompatibilités de navigateurs, etc. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment jamais touché de ma vie le front-end et j'ai l'impression à chaque fois que j'ouvre un bouquin pour essayer de tester un peu les scripts ou automatiser notre dashboard via Selenium ou je sais pas quel headless, mhm, je ferme la page et je demande à quelqu'un d'autre de le faire. Moi, ce qui me viendrait à l'idée pour résoudre ce genre de problème, c'est de ne pas passer par un navigateur et essayer mais plutôt d'interagir soit directement avec le HTML ou avec des outils en ligne de commande. En fait, il y a des navigateurs en ligne de commande qui prennent le HTML et qui le reformatent de sorte à ce que on soit capable de naviguer de manière textuelle. Ou les outils d'accessibilité, en fait. Ce qui pourrait être bien même pour le développement de ces outils-là pour les personnes handicapées, par exemple, parce que justement, maintenant, même avec, par exemple, les modèles multimodaux, mhm. si on a un lecteur de page web, on a maintenant ce genre d'outils d'accessibilité, eh ben, on peut réutiliser ce son-là, la lecture, pour savoir où on en est, où on pointe, via la navigation par, même par shortcut, enfin par raccourci clavier. Et donc, je, je pense que si on me posait la question et je devais faire ça, j'explorerais ces deux pistes-là. Est-ce que tu penses que le fait que ça va peut-être être générationnel, le fait que les IA permettent d'économiser beaucoup d'efforts, je pense à un truc tout bête, c'est devenu maintenant une monnaie courante pour beaucoup de gens de mettre plusieurs articles, de coller plusieurs articles dans ChatGPT ou d'indiquer les liens, de demander un résumé, et ensuite, bon, tout content, voilà, t'as ton résumé. Mais est-ce que justement, il n'y a pas l'effort d'avoir soi-même fait le résumé qui permette de mieux assimiler, de mieux maîtriser des sujets, mais le simple fait qu'après, au bout d'un moment, ce sera de plus en plus des outils, des IA qui nous mâcheront le travail, est-ce que ce sera bon pour l'utilisateur de l'IA? Est-ce qu'on va pas devenir à terme plus ou moins des opérateurs d'IA plus que... Bon, déjà pour fixer les choses, moi je suis un vieux con, j'ai mes to-do list, voilà, et je prends mes notes à la main, donc D'accord. beaucoup de choses. Mais pour moi, en fait, il s'agit surtout de savoir ce qui est utile ou pas. C'est-à-dire que Mhm. si j'ai besoin d'apprendre à faire quelque chose, je vais pas demander à ChatGPT de me faire un résumé des articles. Je vais les naviguer. Par contre, je vais utiliser ChatGPT pour me formuler un email. Ça, je m'en fous, je sais le faire, Mhm. mais ça ne m'intéresse pas. Ça a aucune valeur ajoutée pour moi, pour personne d'autre. Donc, je vais le faire. Mais je pense qu'il faut surtout un usage raisonné, raisonnable. Après, chacun voit midi à sa porte. Et donc, ce qui moi, m'apporte de la valeur, c'est pas forcément ce qui va apporter de la valeur à quelqu'un d'autre. Donc, euh, encore une fois, je pense qu'il faut simplement avoir un usage raisonné de l'IA. Donc,
je sais pas si on va devenir des opérateurs. Encore une fois, c'est un peu spéculatif à ce Oui, niveau-là. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est la robustesse. Je sais même plus dire en français. la robustesse. La robustesse. Je sentais que c'était ça que tu avais besoin. Ouais, c'est ça. La robustesse de ces modèles-là. Être certain. En fait, un modèle seul, pour moi, aujourd'hui, il est pas robuste. Il faut passer par ces agents multiples avec des critiques, avec un certain nombre de patterns pour augmenter, mais vraiment significativement, la robustesse de la réponse. Tu sais que quand j'étais freelance, il y avait des outils que des clients refusaient qu'on utilise parce que ça reposait sur des infrastructures qui n'étaient pas en France. Par exemple, je sais pas, des software as a service ou des plateformes as a service dont les serveurs se retrouvent aux États-Unis. Donc, comme il y avait des résultats, par exemple, notamment d'études Ouais, scientifiques, ben, c'était la porte ouverte à l'espionnage industriel, donc c'était niet, il fallait que les serveurs soient en France. ouais. Est-ce qu'il se passerait la même chose avec les IA? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, dans certaines entreprises, le recours aux IA pourrait être interdit du fait qu'en C'est fait, déjà le cas. c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Je peux te dire, alors je peux pas donner le nom, D'accord. mais j'ai un client qui est un gros client. Mhm. C'est une boîte qui est partout dans le monde. Ils développent actuellement leur propre Copilot D'accord. parce que Copilot envoie le code chez Microsoft. Ah, donc c'est avéré Donc ça que existe. en Ah bah analysant oui. le trafic réseau, Ah bah oui, 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 complètement. Il y a ça, et puis il y a beaucoup d'autres entreprises qui effectivement. Bon, cette entreprise-là, Mhm. pareil, elle n'utilise pas des modèles off the shelf chez Anthropic, chez OpenAI, etc. Ils ont leur propre infrastructure où ils font tourner leurs modèles open source, que ce soit Mistral ou n'importe quel autre modèle localement. Donc oui, effectivement, il va y avoir une certaine compétition à ce niveau-là aussi, parce que du coup, la demande en hardware est assez, enfin, c'est assez compliqué en ce moment de se procurer. Bon, ça va peut-être pas durer, mais oui, je pense que ça va commencer à rentrer dans les entreprises comme de la même manière, effectivement, que le partage de données pendant un moment. Maintenant, je pense que les sociétés ont intégré la pertinence de garder leurs données chez elles et donc faire Mhm. attention aux services et où ça va. L'IA, finalement, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut juste comprendre comment l'infrastructure fonctionne. Mais Est-ce que dans l'IA, il y a des design patterns et des structures de données spécifiques, très spécifiques aux ouais, IA, en plus de ceux qu'on voit en ouais. programmation classique? Bah, c'est un domaine qui émerge en fait, justement par ces LLM-là. Donc on a commencé par ce qu'on appelait le prompt engineering et j'étais Mhm. le premier à me moquer un petit peu à me moquer de ça, l'ingénieur qui, voilà. Mais en réalité, il y a vraiment beaucoup en fait, c'est fascinant de prendre ces blocs-là et de les assembler ensemble euh, dans ces réseaux multi-agents. Euh, et ensuite de trouver des patterns, la manière dont ces agents vont communiquer, s'agencer, euh, quel rôle il faut utiliser, quel niveau de spécialisation ou pas, etc. Donc il y a un domaine, enfin c'est un champ vide qui demande qu'à être exploré. Et on commence à avoir des patterns qui émergent parce qu'on commence à tester des choses, à voir par exemple avoir un critique, faire de la réflexion. Euh, et ensuite, même sur le prompt, on a euh, un certain nombre de techniques qui ont été éprouvées pour réduire la variabilité des résultats, etc. etc. Donc je ne peux pas te dire, bon, il y a un pattern décorateur, il y a un pattern proxy, façade, etc. On n'en est pas à ce stade-là. Mais je pense que ça va aller vers là, en fait. Il faut juste les trouver, les consolider, les tester, et puis le temps fera le tri. D'accord, donc c'est encore relativement jeune ce que tu es en train de me dire, finalement. Ah oui, oui, et, bon, quand je dis ça à moins d'un an, c'est que les frameworks qui émergent et qui permettent de faire ça, ils ont grosso modo un an, et donc il n'y a pas eu encore d'exploitation à leur potentiel
vrai potentiel. Donc là, c'est pour ça, tu vois toutes les petites startups qui poussent, qui fleurissent, qui font des agents pour ceci, cela. En fait, derrière, il y a plusieurs agents qui communiquent très certainement, et donc tout le monde est en train d'explorer un petit peu ce petit monde. Voilà, c'est un microcosme où on se parle beaucoup pour échanger les idées. Et puis après, on fait émerger ça dans les documentations, dans des articles. Voilà. D'accord. Bah non, en tout cas, c'est toi qui m'as donné envie d'intéresser toutes ces notions d'agent, de multi-agent via LinkedIn, et je vais continuer à Ouais. regarder ce qui se passe dans cet Je univers-là. te conseille du coup de regarder la documentation, ou plutôt les exemples fournis par Autogen de Microsoft, D'accord. parce qu'il y a un nombre incroyable de notebooks de Jupyter avec des exemples très 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 concrets de ce qu'on peut faire en 10 lignes de code. Par exemple, une question c'est, je sais pas, quels sont les derniers articles sur les LLM sur Archive la semaine dernière. Et en fait, le chat va créer le code Python, se connecter à l'API Archive, chercher, et ensuite retourner une table en Markdown avec la liste des articles qu'on a demandé. Et donc n'importe qui en 10 lignes de code est capable de faire son petit assistant pour se tenir à jour des articles qui ont été publiés la semaine dernière. J'étais en école d'ingénieur, on avait cette étude justement du calcul scientifique, et il y avait une problématique assez intéressante qui était justement, par exemple, sur le calcul et les estimations d'erreurs de représentation de flottants et sa propagation dans les calculs scientifiques. Parce que ça peut très très vite conduire à des erreurs monumentales. En fait, je peux te donner je t'enverrai un petit code que j'ai Mhm. écrit où en fait un calcul extrêmement simple d'une suite géométrique qui devrait être constante va diverger vers l'infini. En quelques itérations, enfin une centaine d'itérations même pas. Donc en fait ces problématiques-là, c'est ce qui a un petit peu fait exploser justement l'une des fusées Ariane, parce qu'il y a eu une conversion dans un circuit entre, de mémoire, ça devait être du 16 bits et du 8 bits, et donc ça avait causé des erreurs de calcul qui ont conduit à la destruction de la navette. Et en fait, il faut un petit peu de maths pour faire ces estimations-là, mais c'est assez bas niveau, parce qu'il faut opérer au niveau des bits de chaque nom. Ensuite, il faut faire un certain échantillonnage, puis certains tests statistiques pour s'assurer qu'on a un nombre significatif, et donc après la virgule, etc. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est toujours utilisé et qui est une forte Mhm. demande, puisque on fait toujours des avions, on fait toujours voilà, de la haute technologie. Donc il y a un degré ouais, il y a une nécessité d'avoir des choses assez, une robustesse, encore une fois, à différents niveaux. Et donc il y a vraiment toujours ces problématiques-là. Et à mon avis, c'est quelque chose sur lequel on devrait se pencher justement sur les LLM et en machine learning en général, parce que il y a énormément de calculs en nombre flottant. En fait, c'est que des multiplications, etc. Donc en fait, les erreurs de représentation sont multipliées via la passe forward et puis la passe backward, etc. Et donc, j'ai vu aucun papier, jamais, qui s'intéressait à cette problématique-là. Je sens Alors que l'idée est en train de germer. oui, oui, non, mais il me semble qu'il y a une société française qui s'appelle Numélis, qui est du côté de Montpellier, qui fait justement, qui essaye de faire de la preuve formelle sur les réseaux de neurones, justement pour pouvoir les mettre en production dans des environnements critiques. Il doit y avoir de la recherche à ce niveau-là. Mais j'ai jamais vu passer de papier grand public sur l'impact de ce genre de problématique sur les résultats, que ce soit des LLM, mais que ce soit d'autres algorithmes de machine learning aussi, et donc qualifier l'impact que ça peut avoir en production sur des systèmes qui sont déjà là, quoi, des systèmes. Voilà. Donc voilà, c'est je sais pas, une bouteille à la mer que je lance peut-être, mais voilà, il y a toujours plein de problématiques bas niveau qui existent.
la plupart des LLM mis en production par OpenAI, par Anthropic, etc., ils ont des sécurités, des filtres. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Avec DALL-E, on ne peut pas générer des images atroces, Ouais. etc. Donc, il y a aussi des filtres de profanité en Oui. français. Oui, Bref. oui, tout ce qui peut être choquant, de langage choquant ou scène Oui, choquante. oui, et qui vont même filtrer. Qui vont aussi filtrer les questions et juste refuser d'y répondre. Ensuite, va y avoir le système prompt. Tout le monde devrait savoir parce que c'est ce qui permettrait potentiellement de comprendre un peu les rouages internes, essayer d'accéder au code source, etc., via le prompting. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, il y a des attaques de jailbreak. Il y a un certain nombre de choses comme ça. On peut même réussir à faire. J'ai vu passer un jailbreak intéressant où ils arrivaient à faire que ChatGPT pouvait générer ou représenter du code HTML, mais l'interpréter en fait. Donc faire de l'interprétation de code. Ah, donc ça faisait euh, comme une attaque par injection qui ferait oui, que quand dans un exactement. formulaire on rentre point virgule, delete, Voilà, exactement. étoile from C'était table. Ouais. exactement, c'était ça. C'était alors parce que par exemple là avec AutoGen, la manière dont on fait, c'est qu'on interdit l'exécution de code aux agents, donc ils sont dans une sandbox, et on va avoir un agent spécial qui va être l'exécution, enfin qui va exécuter le code. Le runner, l'exécuteur. Ouais. Ouais, je patauge dans la semoule en Oui, oui. français. Je suis désolé. Et on peut faire en sorte automatiquement que toutes les commandes soient exécutées dans un container Docker, de sorte à D'accord. ce que, voilà, bref. Donc on limite un peu les surfaces d'attaque et la possibilité d'avoir des effets euh, potentiels de ce genre de jailbreak. Mais bref, ça reste un jeu. Ça reste un jeu du chat et de la souris en ce moment. On exécute tout donc en fait, on exécute tout dans les Docker et à l'intérieur, enfin, dans des machines virtuelles et à l'intérieur, on va avoir aussi des Docker séparés pour chaque action qu'on fait. Il y a Euh, un coût d'entrée aujourd'hui qui est voilà. affolant. Je te disais, aujourd'hui, je claque 1000 dollars environ de tokens par jour. Faut pouvoir les sortir, quoi. Et puis, Oui, c'est une entreprise, c'est réservé vraiment aux entreprises là, à ce niveau-là. C'est voilà, clair. Ouais. la formation. Donc après, ils vont te dire, OK, ben on ne paye pas ChatGPT, mais on va plutôt vers les modèles open source. D'accord, mais quel GPU, quoi? Parce que pour faire tourner même un modèle quantisé, donc lui, justement, la précision, au lieu d'avoir une précision sur le float entier, sur 16 bits, 32 bits, on va l'avoir sur 8, 4, etc. Donc en fait, ça fait réfléchir à la problématique que j'ai évoquée sur les erreurs de représentation. Donc ces modèles-là, ils donnent des moins bonnes réponses. Donc on voit déjà le problème de la propagation d'erreurs. Bref, pour en revenir, il faut au moins des cartes graphiques. Allez, si on veut un modèle quantisé, correct, 8 Go de VRAM, mais c'est vraiment le minimum de chez minimum. On va rien faire, ça va être lagué à mort, Hmm. l'inférence va être très très longue, etc. Ça va chauffer beaucoup. Donc pour être tranquille, il faut des choses je dirais 24 gigas de VRAM, mais du coup 24 gigas de VRAM, la seule carte consumer que je connais, c'est grand public, ça va être la RTX 4090. C'est quoi, 4000 balles aujourd'hui. Ouais. Et tout de suite, quand on va chercher des choses un peu professionnelles, on monte à 20 000, 40 000, des prix comme ça ouais, pour un ouais, seul ouais, carte. ouais. On peut trouver moins cher, on peut trouver de la revente, etc. Euh, mais effectivement, c'est pas accessible. C'est pas accessible, Hmm. simplement. Les petits modèles, peut-être. Là, moi, je crois plus dans les petits modèles. Donc, plus, plus que quoi, je sais pas. Mais en tout cas, dans les petits modèles, dans des agents dans des frameworks multi-agents, ce qui permettrait à plus de gens, en tout cas, d'accéder à ces technologies, même chez eux, et de se former à moindre coût. Il y a une angoisse au niveau des IA et des développeurs, même si personnellement je pense qu'il y a beaucoup d'autres métiers qui sont beaucoup plus en première ligne que les Ouais, développeurs. ouais, ouais. J'avais vu là 2 semaines, 3 semaines, la présidente
la chambre des experts comptables qui reconnaissaient que pour les tâches, beaucoup de tâches, ils utilisaient maintenant les IA, là où ils utilisaient, alors pas les experts comptables, mais des gens qui sont juste au-dessous, qui ont que, entre guillemets, un bac+2 à bac+5, qui se retrouvent de plus en plus remplacés par des IA. Il y a plein d'autres métiers, des boîtes qui sont spécialisées dans les revues de presse. Mhm. Ah oui. Elles reconnaissent qu'elles le font via ChatGPT. Donc, Mhm. beaucoup de petites mains qui. Enfin, il y a beaucoup de domaines où Ouais. ça disparaît Mais vite et fort. effectivement, je pense que ça va pas faire disparaître complètement les métiers, mais ça va mettre une barre à l'entrée qui va être plus haute, puisque les choses un peu moins intéressantes ou qu'on peut automatiser, vont être automatisées, donc ces jobs-là seront plus disponibles. Donc, c'est ce qu'on disait sur les POC qui seraient automatisés chez Salesforce. Les plus simples sont automatisés, comme ça les ingénieurs peuvent faire les choses un peu plus compliquées, mais ça veut dire que l'ingénieur euh, sa routine, ça va être les choses plus compliquées. Donc la barre pour frapper à la porte de chez Salesforce et se faire recruter va augmenter, et ça va augmenter dans tous les domaines. Mais après, je crois que c'est un peu l'évolution des technologies en règle générale, mais il faut que la formation suive derrière, en fait. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. Je suis pas inquiet sur le fait qu'il y ait du travail, etc. Mais je suis plus inquiet sur la vitesse et la latence entre ce qui est disponible en entreprise, le besoin, et la formation qui permet de sortir les gens, enfin, de sortir les compétences sur le marché, quoi.